Bonjour France Brel, merci d'être notre invité sur TV5 Monde, 35 ans après la disparition de votre papa, Jacques Brel. Il est toujours là, son œuvre est toujours aussi puissante, on va en parler dans quelques instants. Qu'est-ce qui explique que Jacques Brel est toujours autant moderne ? Parce que je pense que dans ses chansons, il utilise à la fois des mots qui sont très simples, mais la simplicité, c'est universel et il touche le cœur des hommes. Oui, il touche toujours autant. Vous racontez ce père qu'il a été toute votre vie pour vous. Aujourd'hui encore, est-ce que vous avez l'impression de le connaître ? Disons que de temps en temps, effectivement, je peux comprendre ses colères, ses humiliations, ses faiblesses et son énorme talent. Il était comment pour vous ? Au-delà du père, il y avait l'artiste. Oui, c'est très difficile parce qu'en fait, moi je suis née quand il a commencé à chanter. Une chose est certaine, c'est que j'ai toujours été fascinée par mon père. Et même petite fille, je me disais, cet homme-là, il a quelque chose d'extraordinaire. Et pendant de nombreuses années, je me suis tue et je l'ai observé. Et j'ai regardé ses rires, ses blessures, et j'ai essayé de comprendre parce que j'avais l'impression que j'étais un petit peu de sa famille. Ouais. Et Brel, c'était, on va le voir à travers des images d'archives, cette fougue incroyable, cet appétit de vivre, de dépasser les bornes, de toucher l'impossible étoile. C'était ça, Jacques Brel. Absolument. Il n'y avait pas de limite. Dès qu'il y avait une limite, il fallait la dépasser. Il adorait les défis, il adorait se battre. Et pour lui, tout était motif à une bataille, mais il fallait que la bataille soit généreuse et qu'elle ne dérange personne. Oui. Comment on peut expliquer, quand on voit la bête de scène qu'il était, qu'on ait pu lui dire à ses débuts « Mais vous n'avez pas le physique pour chanter vous-même vos chansons ». Parce que ces gens ne savaient pas qu'un physique, on peut l'utiliser pour justement interpréter d'une certaine manière. Oui, il transpirait, il vomissait avant d'entrer sur scène. Il avait un trac fou. Parce que pour lui, se présenter devant le public, c'était la chose la plus importante. Et il trouvait qu'il était toujours insuffisant. Et donc, il était vraiment avec le ventre noué et il était tétanisé à l'idée de se présenter devant un public. Il y a des moments où on le voit vraiment, il devient blême. Et disons que 2 heures avant un spectacle, il n'écoutait plus rien, même si on lui parlait. Alors, il avait un espèce de rituel pour essayer de se calmer, c'est qu'il cirait ses chaussures. Et ses chaussures, je peux vous dire qu'elles étaient parfaites, parce qu'avec la brosse à reluire, il y allait pour se calmer. Ouais. Comment on peut expliquer que cet homme, donc il est né dans une famille bourgeoise, Bruxelles, ils vont déménager souvent, il y a une entreprise de cartonnerie, il pourrait devenir directeur commercial, qui explique qu'un jour il prend sa guitare, il va vers la gare du Nord, et puis il va passer des auditions qui ne lui rapportent rien du tout, il prend tous les risques. Parce qu'il s'ennuie. Il s'ennuie à la maison, il s'ennuie à Bruxelles, il s'ennuie dans cette place. Et surtout, au-delà de l'ennui, il y a de l'injustice. Et il se dit, j'ai raté toutes mes études, ce qui est vrai. Il était vraiment un cancre et il fallait absolument faire quelque chose avec le fils du patron. Et être le fils du patron pour Jacques, c'était insupportable. Il s'est retrouvé catapulté à une place qu'il ne méritait pas. Eh bien, il fallait donc qu'il recommence à zéro et qu'il prouve quelque chose. Oui, mais quand même, il écrit les carreaux de l'usine, j'irai les casser. Quand même, quand on est le fils d'un patron d'usine. Oui, mais c'est parce qu'il trouvait justement que les ouvriers n'étaient peut-être pas bien considérés. Et on va retrouver cette scène d'ailleurs tout à fait extraordinaire au début du film La Bande à Bono, où on retrouve Jacques en Raymond la Science, en haut d'une échelle, et qui est en train d'écrire des slogans pour justement prendre la défense des ouvriers. Et là, il y a une corrélation extraordinaire avec l'usine. Et donc, il est en révolte et il se dit que chaque être humain a le droit d'être respecté. Oui. Et il s'en va, ce père. Vous ne le voyez plus, il est en tournée, il va aux 4 coins. Vous le perdez de vue, ce papa-là? Oui, et alors depuis ce jour-là, il appartient au public, comme à vous, Patrick. Oui, mais c'est-à-dire, il vous a manqué aussi. Mais certainement, mais ça, ce n'est pas grave. Parce qu'il faut voir, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le manque que nous avons? Est-ce que c'est les revendications que nous avons en se disant, on a quand même le droit d'avoir un père à la maison? Ou bien c'est de considérer autre chose et de se dire que cet homme apporte plein de choses aux autres. Eh bien, à un moment donné, il faut dépasser cela. Oui. Et il faut voir le cadeau et non pas la plainte. Oui. Un jour, vous partez en bateau avec votre père pour une traversée du monde qui va durer des mois. Vous partez avec lui, vous allez vous retrouver seul avec lui. Il va y avoir une autre personne qui va venir se joindre à vous. C'est un merveilleux voyage, c'est une expérience extraordinaire. Il m'a demandé de partir avec lui pour faire le tour du monde pendant 3 ans. Nous sommes partis, ça n'a pas duré 3 ans.
Ça devait être un tour du monde et lui, il s'est arrêté aux Marquises, car aux Marquises, c'était un endroit où on parlait le français. Et puis, il en avait vraiment assez, parce que pendant tout ce voyage, on va dire qu'il y avait eu des drames. La mort de Jojo, donc c'était la perte de l'ami par excellence. C'est à ce moment-là que mon père s'est senti vraiment orphelin. Et puis, il y a eu l'arrivée de la maladie. Et cette maladie est arrivée un petit peu comme un signe du destin pour lui. Et ça ne lui a pas donné l'envie de se battre. Il a eu envie de continuer et d'aller très loin, penser ses blessures, lécher ses blessures et d'être dans la solitude. Mais je suis persuadée qu'il a eu envie de revenir parce que, comme au début, à Bruxelles, je pense que là-bas, il s'ennuyait. Oui, vous dites qu'il s'ennuyait. Il était déprimé. Il ne voulait plus vivre. Je pense qu'il était déprimé et qu'il a tout voulu faire jusqu'au bout avec élégance, comme dans sa dernière chanson. Faire les choses avec élégance, même si on est complètement désespéré. Ça, c'était Jacques à la fin. Et c'est pour ça qu'il est généreux. Parce qu'on peut être désespéré et généreux, et on peut être totalement désespéré et vivre l'instant présent et offrir encore quelque chose aux gens. Mais peut-être qu'on n'a plus envie de se montrer de la même façon. Et donc, je pense que les Marquises ont été un repère pour l'homme qui s'est battu, qui a beaucoup donné, et qui était épuisé. Oui. On peut dire que les Marquises, c'est quoi? Sans être méchant vers ceux qui nous écoutent, c'est un endroit perdu pour quelqu'un qui a eu une vie comme ça. Oui, mais justement, cette vie comme ça lui a donné beaucoup de déceptions. Vous savez, de temps en temps, je me dis que mon père a beaucoup attendu dans la vie. Et peut-être qu'il est mort d'attendre et qu'il est mort d'amour. Parce que mon père a tout donné. Et on ne se rend pas bien compte dans le public, et je n'accuse personne, mais je ne fais que regarder un processus, c'est de se dire que le public, les gens, n'ont peut-être pas bien compris sa soif d'amour. Et je pense qu'il était blessé. Oui, mais pourtant, les gens lui ont fait un triomphe toute sa vie, sauf dans certains films, Mais- sauf dans certains échecs. Mais Patrick, le public ne remplace pas l'amour. Ça n'a rien à voir. L'affection des gens, la sincérité des gens. Et je pense que là, mon père a eu des déceptions et qu'il a préféré rester au loin de tout ça. Il y avait des blessures. Il n'avait plus envie. Oui. Mais c'est certain que les gens qui le connaissaient ici en Europe et qui l'ont vu partir, effectivement, se sont demandé pourquoi il restait là-bas, comme s'il devenait presque quelqu'un d'autre. Oui. Vous diriez par là que lorsqu'il a, on le disait, pris sa guitare pour aller donc, en France, il avait cette envie, ce rêve d'enfant, cette aventure qui commence au matin, comme il disait, ses espoirs, et qui finalement, il n'a pas trouvé cela. Et quelque part, il revenait toujours dans cette enfance qui avait été la sienne à travers ses chansons. Je dirais les choses autrement. Je pense que dans la vie, ce qui est important, c'est le chemin, c'est pas le but, et il faut pas tout confondre. Et donc, en fait, mon père, quand il part à Paris en 1953, oui, il y a un but, mais il sait pas ce qu'il va chercher. Il a envie que des gens chantent ses chansons. Et à la première rencontre, eh bien, il réalise que personne ne veut de ses chansons parce que c'est trop mauvais, et qu'il est obligé de les chanter lui-même. Donc, il se rend bien compte qu'il y a un chemin. Et pendant des années, mon père a eu assez de courage, assez d'énergie pour se dire « je repars ». Et en ce sens-là, il est tout à fait Don Quichotte. Parce que Don Quichotte, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se relève sans arrêt. Il se bat contre des moulins à vent, mais il se relève sans arrêt. Et un jour, mon père n'a plus eu envie de se relever. Et donc, c'est dans ce sens-là que l'important, c'est le chemin, c'est pas le but. Le but de sa vie, ça n'a jamais été d'être célèbre, ni d'avoir du public, c'était de raconter des histoires et que les autres puissent chanter ses chansons. Merci France Brel. Voici la nouvelle intégrale. Et alors, elle est magnifique. Il y a des inédits, il y a des concerts qu'on n'a jamais entendus jusque-là. C'est 35 années d'amour, comme il l'aurait dit lui-même. Et puis, il y a un CD, c'est Voici. Et ça, c'est votre envie. C'est-à-dire qu'il y a des musiciens qui jouent la musique de Brel à travers l'orgue. Absolument, 30 chansons de Brel à l'orgue, parce qu'avec l'orgue, on est déjà dans un autre espace-temps, on est dans un autre univers, et on est avec le souffle, comme il y avait le souffle de Jacques. Jacques Vassal publie une nouvelle biographie, et puis il y a celle-là qui est signée de Fred Hidalgo, qui raconte justement l'aventure commence à l'aurore. C'est les toutes dernières années de Brel. C'est là où vous êtes sur le bateau avec lui, et c'est là où quelque part vous avez l'impression que vous l'avez redécouvert ou découvert. Non, dans ce moment-là. J'ai découvert les êtres humains. Parce que quand on est sur un bateau avec un homme qui s'appelle Jacques Brel et qui a cette aura, et que tout d'un coup, ce personnage qui est là, on n'en voit plus que la fragilité, c'est une leçon de vie totalement extraordinaire. Ce voyage sur ce bateau a été un voyage totalement initiatique, et vraiment, on a presque été confrontés, lui, avec un désespoir et presque l'idée de la mort, et moi une envie de vivre. Et donc nous étions la vie et la mort sur ce combat, mais comme mon père est mon père, je lui ai cédé la place et effectivement, je l'ai quitté. Il m'a demandé de quitter le bateau à Fort-de-France. Oui, il vous aimait beaucoup.
On dit que, voilà, et vous étiez très proche de lui, toujours. Parce qu'on a toujours dit, évidemment, on le disait, qu'il partait loin, il partait loin de sa famille, mais au fond, vous ne l'avez jamais quitté quelque part, et vous continuez aujourd'hui. Mais disons que ce n'est pas très à la mode, mais c'est vrai que j'aime énormément mon père, et je pense que c'est un cadeau extraordinaire que de pouvoir aimer quelqu'un au-delà de tout. C'est une superbe expérience, pas facile tous les jours, mais il n'y a jamais eu l'ombre d'un doute par rapport à ça. Oui, il écrivait beaucoup de lettres. Oui. Pendant toute sa vie, vous envoyiez des courriers, des lettres. C'est extraordinaire, j'imagine. Oui, il écrit beaucoup de lettres à tout le monde, pas spécialement à nous, parce que vraiment, à la fin de la vie, il va faire une rupture avec les filles, pas avec ma mère. Il y aura des lettres jusqu'au bout. Je crois que ce n'est pas du tout facile pour mon père d'être un père. C'est très compliqué, parce que je pense qu'à un moment donné, ses filles l'ont mis un petit peu devant un miroir, et ce n'était pas facile pour lui. Mais ce n'est pas grave. Oui, mais quel miroir! Quel miroir! Je pense qu'à un moment donné, les enfants deviennent un petit peu le miroir des parents. Et donc, pour Jacques, ce n'était pas facile. Il n'avait pas l'habitude d'avoir des miroirs devant lui. Et donc, je crois que ses filles, d'après ses conceptions, l'ont déçu parce qu'on n'était pas exactement comme lui souhaitait. Mais ce n'était pas facile. Il n'était pas toujours là pour nous élever. Combien de choses ne sont pas des malentendus? Vous attendez le rose et je vous offre le bleu. Est-ce que nous allons nous disputer? Oui. Non. Et vous pensez qu'il aurait aimé revenir à Bruxelles, revenir à Paris? Je pense qu'aux Marquises, il avait envie de recommencer les choses, certainement. C'est très difficile de bien savoir ce qu'il y avait dans la tête de Jacques. Et ce qui est très troublant, c'est qu'effectivement, juste quelques jours avant son décès, il cherchait une maison pour s'installer effectivement, soit en Suisse, soit dans le sud de la France. Merci, France Brel, encore une fois. Et vous m'avez dit qu'il collectionnait les chapeaux. C'est pas très connu, ça. Vous avez une collection de chapeaux de votre père? Non, on ne l'a plus, mais il y a des photos avec le mur, il y a tous les chapeaux, il y a beaucoup de photos où Jacques a quelque chose sur la tête. Il aimait bien. Et il aimait bien rire. Mon oncle Benjamin, tant de films d'ailleurs qui ressortent restaurés, les risques du métier, tout cela qui rappelle que c'était aussi un formidable acteur, l'emmerdeur évidemment. Merci beaucoup, France Brel, d'être venu nous parler de ce formidable éternel Jacques Brel. Merci de votre écoute.